aussi eux-mêmes en difficulté, quoi, hein, c'est certain aussi. Donc voilà, donc bon courage, Ophélie. Merci. Non, mais on partage tous, hein, de toute façon. Puis j'aime bien redire aussi que quand même, on ne faut pas qu'on oublie que la loi climat et résilience, c'est quand même une loi qui est venue de la part de la participation citoyenne au départ, hein, qui a été demandée par les citoyens, qui a été portée par de nombreux élus, et je crois qu'on a tous été d'accord pour dire qu'on était de toute façon d'accord pour participer à une trajectoire de sobriété foncière accentuée, qu'il fallait faire des choses, qu'il est urgent d'intervenir. Maintenant, on est dans la méthode, dans voilà, cette fameuse garantie rurale qui nous perturbe, mais je pense que pour cette séance-là, il faut qu'on essaye d'aller plus loin et qu'on parle surtout de comment faire mieux, et je suppose c'est ce que vous allez nous proposer, Ophélie. Bonne matinée à tous, merci beaucoup. Puis il y a Tout à des échanges fait. de toute façon qui sont prévus avec vous après. Très bien. Oui, Merci tout à fait. Je vais lancer tout de suite le support de présentation que je vais vous partager. Alors, partage. Hop. Voilà, donc, merci pour ce mot d'introduction. Donc, aujourd'hui, on souhaitait vous parler de planification et de sobriété foncière. Alors, donc, comme Madame Barthelet l'a dit, on prévoit un temps d'échange, donc les 30-30 pour ceux qui n'y ont jamais participé. Le principe est simple, on se donne 30 minutes pour vous présenter vous voyez tous bien mon écran? pour l'instant, on Ah vous non, voit, ah bah voilà, non, c'est parce que on j'ai loupé un voit- bouton. Il me semblait bien que je voyais pas c'était pas le... désagréable, hein. Voilà, ça y est. Non, mais c'est tout bon normalement cette fois-ci. Oui, et si vous pouvez rester Voilà, plein écran, ah, voilà, ouais, parfait. Là, c'est nickel. voilà, comme Merci. ça, ce sera mieux comme ça. Voilà, donc l'idée donc, du 30-30, c'est... Bon, là, il y a encore des gens qui arrivent, je vais les admettre. Voilà. L'idée, donc, c'est d'avoir 30 minutes pour échanger, enfin, que je vous présente des éléments donc, de contexte et, euh, et de choses que l'agence peut produire en la matière. Je devais aujourd'hui être accompagnée de ma collègue Justine Marchand, mais qui est souffrante, donc je dois assurer seule cette lourde tâche. Et ensuite, on prendra voilà, à peu près une demi-heure également pour pouvoir échanger sur ces éléments. N'hésitez pas à faire part de certaines de vos remarques dans le chat. Moi, je ne le verrai peut-être pas directement, mais on pourra les regarder aussi après ensemble. Et je vais m'efforcer de répondre le plus possible à vos questions. Donc, comme Madame Barthollet l'a dit, l'idée, c'est de peut-être plus se concentrer sur le côté qualitatif de ces obligations réglementaires qui s'imposent à nous et à vous, territoire, plutôt que sur le côté vraiment chiffres et objectifs chiffrés, voilà, qui soulève beaucoup de questions. On pourra en parler après si vous voulez, mais cette présentation, on la voulait vraiment qualitative, voilà, basée sur des opportunités qui s'offrent au territoire et le plus positive possible. Euh, Pourquoi ça ne défile pas? Voilà. Donc, en préambule, on voulait aussi vous rappeler que c'est le premier 30-30 qu'on organise sur le sujet de la planification. C'est un sujet qui est très important à l'agence, hein. C'est un petit peu notre ADN, la raison pour laquelle les agences sont créées à l'origine. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on met beaucoup en valeur parce que c'est souvent une obligation réglementaire. Chaque territoire porte un SCOT ou un PLU, PLUI, et on ne se pose pas beaucoup de questions sur est-ce qu'on doit le faire ou pas, il faut, et donc, on s'engage dans cette démarche. Nous, ce qu'on s'en disait, c'est que c'est quand même voilà, une démarche qui touche à tellement de thématiques qu'on pensait essentiel de finalement quand même vous présenter ces éléments-là. Et on couvre aujourd'hui quand même un certain nombre de territoires. Vous le voyez sur la carte. Aujourd'hui, c'est 7 SCOT et 6 PLUI, plus quelques PLU qui sont accompagnés par l'agence. Donc, voilà, ça commence à nous donner aussi un bon retour d'expérience, une bonne vision de ce qui se passe aujourd'hui sur ce territoire d'Aix-Franche-Comté, essentiellement parce qu'on on n'intervient pas en Bourgogne actuellement. Et ben, cette mise en commun voilà, on est 4 salariés spécialisés sur la planification à l'agence, donc on discute beaucoup et on voit vraiment émerger l'intérêt de pouvoir mettre des sujets en commun, pouvoir vous en parler globalement et que vous puissiez vous aussi échanger sur ces thématiques-là.
Avant de commencer, je voulais rappeler très rapidement, on va pas revenir sur toutes ces lois, mais c'est important quand même de rappeler que ça fait au bas mot au moins 15 ans que les différentes lois qui se succèdent euh, viennent inciter les territoires à s'engager sur cette démarche de sobriété foncière. On peut encore remonter à plus loin, mais la loi climat-résilience de 2021, puis la loi facilitant la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols de 2023 ne sont que l'aboutissement d'un long processus législatif qui nous a conduit à cela. Donc, on vous diffusera le PowerPoint, donc vous pourrez revenir aussi plus en détail sur ces éléments, mais voilà, je ne m'appesantis pas là-dessus, mais on a vraiment cette continuité réglementaire, cette incitation qui vient de plus loin avant d'arriver à des objectifs vraiment chiffrés qui ont été amenés depuis 2021. Donc, ces objectifs chiffrés, c'est peut-être le seul moment où on va parler d'objectifs chiffrés sur cette présentation. Euh, ils sont quantitatifs et ils nous incitent donc à réduire nos consommations, euh, à déjà éviter de consommer des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et cet évitement, cette stratégie d'évitement, elle passe notamment par la planification, par l'anticipation de cette de cette consommation future. Une fois qu'on aura planifié et estimé ce qu'il va falloir faire, on va pouvoir réduire ces consommations en densifiant notamment. Et une fois qu'on aura quand même dû consommer des espaces naturels, agricoles et forestiers, il va falloir les compenser, il va falloir venir rendre à la nature ce qu'on a pu lui prendre par ailleurs, et dans des conditions qui restent encore à déterminer. En tout cas, on commence à avoir un cadre, mais il devra s'affiner avec le temps d'un point de vue réglementaire et puis sur chaque territoire également. Je voulais vous présenter aussi quelques définitions pour être sûr qu'on parle vraiment tous de la même chose, qu'on ait tous le même référentiel et puis pour vous montrer aussi que finalement une définition, des fois, elle peut évoluer aussi d'un territoire à l'autre en fonction des spécificités de chacun. Donc, bon, il y a une définition qui varie peu, c'est celle de la vacance, hein. Mobiliser le parc existant fait partie des prérequis euh, pour produire des logements et assurer le développement de son territoire. Alors, c'est comment dire, une phase qui est très intéressante parce qu'elle consomme zéro espace naturel, agricole et forestier. Et donc, la vacance, en fait, globalement, c'est quand on peut venir à s'installer dans un logement sans avoir beaucoup de travaux à réaliser. C'est des logements qui sont actuellement inoccupés, mais qui peuvent l'être facilement. Donc, ça a beaucoup d'avantages parce que voilà, des travaux légers peuvent être réalisés, ça n'impacte pas, ça n'artificialise pas les sols et ça peut demander peu de mobilisation, enfin, d'intervention publique. Les désavantages, c'est qu'on n'a pas forcément un changement d'usage très évident, très facile possible. Euh, voilà, il faut quand même se mettre d'accord aussi localement sur comment on s'y prend pour mobiliser cette vacance. C'est pas forcément évident pour les pouvoirs publics de s'en saisir. Par quel moyen, par quel levier on passe, comment on agit sur ces logements vacants et comment on lutte contre ces questions de rétention foncière qui peuvent exister et voilà, quelle politique volontariste on peut mettre en place. Le deuxième élément de définition qu'on voulait vous présenter, c'était la friche. Donc, les friches, les emplacements de friches, on peut en trouver soit au sein ou en continuité du tissu urbanisé, soit au sein d'espaces agricoles, naturels et forestiers. Parce que quand on dit friche, on peut autant être sur une friche de logement, une friche économique, industrielle ou une friche agricole, par exemple. Et donc là, ici présentement, on va surtout s'intéresser aux friches qui sont au sein d'espaces ou en continuité du tissu urbanisé. Les friches hors de ces espaces, on va considérer qu'elles ne sont pas forcément dédiées à un projet d'aménagement et d'urbanisation, mais plutôt, elles pourront plutôt faire l'objet de processus de renaturation en priorité. Ces friches, on a la loi, le code de l'urbanisme qui nous en donne une définition. Donc, on parle de friche pour tout bien ou droit immobilier bâti ou non bâti, hein, c'est important, une friche n'est pas forcément bâtie, inutilisée et aujourd'hui, et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans aménagement ou travaux préalables. Donc là, à la différence du logement vacant, il y a quand même des travaux conséquents qui devront être menés. Donc, encore une fois, c'est une mobilisation qui permet de ne pas consommer d'espaces agricoles naturels ou forestiers et normalement de ne pas imperméabiliser.
On a potentiellement des grandes surfaces aussi disponibles, une grande possibilité d'opérations qui s'offrent à nous aussi, hein, de reconversion et de projets à mener sur ces espaces-là. Et donc, comme je disais tout à l'heure, un potentiel de renaturation, même au sein du tissu urbanisé, qui n'est pas négligeable. Les points négatifs, c'est que souvent, comme je disais, ça nécessite de gros investissements, donc il faut avoir les moyens de porter ces opérations. Ça nécessite aussi une remise en état des sols, bien souvent, de dépollution, démolition, avant tout projet, avant de monter tout projet. Et voilà, les investissements sont potentiellement conséquents et peuvent être un frein pour la collectivité. Et enfin, avant-dernière définition, la densification par division parcellaire. Alors là, on focus un petit peu sur la division parcellaire, mais on peut également parler de division de logements, d'un même bâtiment qu'on divise en plusieurs logements. Donc la division parcellaire, ça peut être soit, donc ce sera de toute façon une division d'une parcelle en plusieurs lots pour augmenter le nombre de bâtiments, de logements qu'on va avoir sur cet espace. Donc soit en venant ajouter une construction non accolée, soit accolée au bâti existant. Et l'idée, c'est vraiment de venir densifier cet espace déjà urbanisé en faisant bien sûr en prenant garde aux règles d'urbanisme qui peuvent déjà exister, notamment en termes d'accès, de réseau, de stationnement, entre autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un fort potentiel pour ce genre de démarche dans les tissus peu denses, type lotissement, quartier essentiellement résidentiel et composé de maisons individuelles. Et on a, voilà, ça peut être un levier intéressant pour accompagner certaines populations, notamment les populations vieillissantes, et les aider dans voilà, une suite, un objectif à donner à leur parcelle ou à leur logement. Donc, aujourd'hui, c'est difficile pour les collectivités de s'emparer de cette division parcellaire, de ce levier, parce que ça demande vraiment de la dentelle, hein, c'est vraiment un travail de dentelle, ça demande vraiment une connaissance très fine, de rentrer vraiment précisément dans l'opérationnel. Ça demande beaucoup de communication et de pédagogie. Et on est quand même essentiellement sur un potentiel d'habitat, de production de logements supplémentaires pour ce faire, qui sont individuels, voire mitoyens, peu de cas de forte densification possible. Par contre, ça ne nous préserve pas de l'imperméabilisation des sols et de consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers. Et enfin, donc, une dernière définition, celle de la dent creuse. La dent creuse, donc il n'y a pas forcément de définition officielle. Déjà, elle a plusieurs noms. Elle peut s'appeler lacune. Voilà, elle peut s'appeler. Il y a différentes manières de la désigner selon où on s'y situe. Mais de manière générale, pour tout le monde, c'est quand même un espace non construit, entouré de parcelles bâties. Donc, c'est un espace sur lequel il est envisagé de réaliser une construction potentiellement. Elle est insérée dans le tissu urbanisé et elle est jugée quand même bâtissable par sa forme, par sa structure et voilà, de son niveau de la pente, au niveau de l'accessibilité des réseaux. Voilà, on considère qu'il y a un potentiel d'urbanisation sur cette parcelle. Les définitions, on va dire le socle commun, s'arrête un petit peu là, parce que finalement, voilà, ça reste une possibilité, un levier pour densifier qui est intéressant, parce que elle est facilement repérable, hein, avec un inventaire, c'est assez facile de venir les repérer. Elles sont quantifiables également. Et c'est des terrains qui sont prêts à l'aménagement. Il n'y a pas forcément grand-chose à faire à part accorder les réseaux essentiellement. Réseau viaire autant que assainissement ou autre. Donc forcément, on est aussi sur un processus d'imperméabilisation des sols avec cette démarche-là. Et le problème, c'est que ce n'est pas forcément des espaces qui sont aisés à mobiliser, parce qu'on peut avoir une forme de rétention et dans l'effet inverse, on peut avoir aussi une forme de spéculation sur ces surfaces, surtout lorsqu'on se trouve en zone tendue. Donc, voilà, les leviers les leviers d'action sont assez délicats à manier pour la collectivité. Donc, je le disais, la comparaison, enfin, les leviers d'identification communs s'arrêtent un petit peu là, parce qu'après, pour caractériser davantage ces zones, on peut être amené à le faire de manière différente selon les territoires sur lesquels on se situe. Est-ce qu'on est sur un territoire plutôt urbain, plutôt rural? Est-ce qu'on est sur un territoire qui a subi une très forte pression foncière ou non? Les définitions ne vont pas être les mêmes. Par exemple, au niveau de la taille, on ne va pas avoir la même
taille minimum ou maximale de dents creuses identifiées. On ne va pas avoir aussi les mêmes nombres de côtés occupés identifiés. Il y a des territoires qui voudront être plus ou moins volontaristes sur ce qu'on nomme une dent creuse et estimer que sur un ou deux côtés, ce n'est pas une dent creuse, voilà, ça relèvera de l'extension et non de la densification. Est-ce qu'on est en frange ou au milieu du tissu urbanisé? Et finalement, la question principale, essentielle et centrale qui reste à être tranchée, est-ce que ces espaces en dents creuses comptent comme de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers au titre du ZAN? Ça, c'est une question à laquelle, qui n'est pas encore tranchée. Au sein des agences d'urbanisme, on se questionne beaucoup à l'échelle nationale sur ces questions-là. Il y a certains territoires qui les comptent comme des espaces naturels agricoles et forestiers, d'autres non. Ça change potentiellement beaucoup de choses pour les territoires et c'est un sujet assez crucial à notre sens. Maintenant, je vais vous présenter quelques outils qui sont à notre disposition, qu'on peut vous proposer, essentiellement élaborés par l'agence, mais pas que, qui sont à votre disposition pour venir travailler cette sobriété, essayer de l'amener au travers de vos documents d'urbanisme, mais aussi derrière au travers de tout projet d'aménagement qui en découle, hein, parce que la planification est bien là pour donner un cadre à l'opérationnel, au projet d'aménagement sur le territoire. On va vous présenter, je vais vous présenter trois grandes familles d'outils. Les outils de connaissance, ensuite on aura les leviers et enfin les outils de communication. Concernant les outils de connaissance du territoire, donc c'est vraiment un prérequis indispensable. C'est très important de connaître son territoire avant toute chose. Donc pour ça, on a essentiellement trois outils à vous proposer. Donc le mode d'occupation des sols ou MOS. C'est une technique, c'est la petite illustration qu'on voit sur le côté. C'est une technique qui permet de connaître l'occupation des sols, qui permet de caractériser ces sols entre espaces urbanisés et non urbanisés. Donc, on peut venir finement savoir si on a des espaces agricoles, naturels ou forestiers. Et au sein des espaces urbanisés, on peut venir également savoir si on est sur de l'habitat, de l'espace économique, des équipements. Ou voilà, on peut aller de manière plus ou moins fine sur ces identifications. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet aussi de comparer deux périodes. On se base sur des images satellites, on fait cette analyse, puis on peut comparer deux périodes et voir finalement comment les espaces ont évolué. Quels espaces ont été artificialisés, quels espaces ont changé de nature. Ça peut être des espaces agricoles qui sont devenus forestiers par enfrichement, des espaces agricoles qui sont devenus artificialisés. Voilà, on a les phénomènes à l'œuvre ne vont pas que de l'espace non artificialisé vers artificialisé, et c'est très intéressant. Il y a un degré de précision qui est assez fin, hein. On ne se situe pas à la parcelle, mais on est quand même sur une précision de la donnée qui est très intéressante. Voilà, la contrainte par contre qu'on a par rapport à cet outil, c'est que on est tributaire des images satellites, donc ces repérages, ces relevés ne se font pas chaque année, se font par période assez espacée. Et donc, on n'est pas forcément sur des pas de temps qui nous permettent de respecter les objectifs de la loi climat résilience, qui nous demandent d'être sur des pas de temps 2021, 2011-2021, du coup, pour avoir des données de diagnostic et d'état des lieux. Deuxième outil qu'on a à notre disposition, c'est l'inventaire des dents creuses. J'ai déjà un petit peu abordé juste avant. Donc, on a des manières très opérationnelles d'évaluer, d'identifier nos dents creuses, hein. On a des méthodes qui nous permettent de le faire et bien sûr à recouper ensuite avec le territoire au plus près de la connaissance qui nous permettent d'affiner ce travail. Et finalement, cette travail des dents creuses, il est aussi très important de le croiser avec d'autres éléments comme, je le disais tout à l'heure, les dimensions du terrain. Est-ce qu'il est propice, mais est-ce qu'on retrouve des contraintes, des risques notamment sur ce terrain? Est-ce qu'il y a de la rétention foncière? Donc ça, c'est voilà, des éléments qu'il va falloir prendre en compte pour estimer notre potentiel de densification en dents creuses. Et enfin, un troisième outil, c'est l'outil dynamique d'identification des friches urbaines développé par l'agence, qui est en train d'être mis en place sur certains territoires, donc notamment en Haute-Saône et dans le Doubs, où on va venir pouvoir identifier finement les friches localisées dans chaque commune. C'est un outil qui permet donc
d'apporter une connaissance fine du territoire, mais ensuite aussi d'apporter des outils sur le potentiel de mutation de ces espaces. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces espaces en friche qu'on a identifiés et voilà, quels sont les leviers à activer, autant par des opérateurs privés que publics, pour mobiliser ce potentiel. Parmi les critères, les leviers à actionner pour mettre en place la sobriété foncière, on a donc des critères qu'on peut intégrer dans les documents de planification. Alors, on va parler pas mal de SCOT, mais finalement, tout ce qui est dans le SCOT doit se traduire derrière dans un PLU, PLUI. Voilà, le lien est de toute façon très, très évident et, et, euh, et, et essentiel. Le premier exemple dont je voulais vous parler, c'est un exemple du SCOT de Besançon, Cœur Centre-Franche-Comté, pardon, Cœur Franche-Comté, qui vient finalement élaborer une méthode pour identifier la valeur des terres agricoles et pour guider en tout cas en partie le choix d'urbanisation future. Donc c'est une méthode qui a été élaborée en partie avec un travail fin avec la Chambre d'agriculture, qui vient déterminer dans un premier temps la valeur agronomique et économique de ces terres, qu'on vient croiser avec la trame verte et bleue pour identifier les continuités écologiques présentes. Dans un deuxième temps, on vient inventorier les zones à urbaniser qu'on a qu'on identifie à première vue. Et ensuite, on vient superposer ces deux données pour s'assurer que les zones à urbaniser qu'on a identifiées ne sont pas soumises à un enjeu environnemental et ou agricole identifié par ailleurs. Il y a une quatrième étape qui suit cela, c'est l'étape en cours actuellement sur le SCOT, qui est de traduire cette identification cartographique en orientation dans le document d'orientation et d'objectifs pour assurer que les documents locaux derrière vont venir éviter ces zones à enjeu lorsqu'il s'agira d'identifier les nouvelles zones à urbaniser. Cette démarche s'inscrit dans un ensemble d'autres concepts et orientations qui sont inscrites toujours dans ce D2O, ce document d'orientation et d'objectifs, qui sont à la mobilisation des dents creuses, leur investissement du potentiel de renouvellement urbain, mais je ne vous apprends rien, on vient d'en parler, la priorisation des zones sans enjeu et, si besoin, aussi mobiliser des zones à enjeu, tout en s'assurant qu'on respecte bien le principe éviter, réduire, compenser que je vous ai présenté en introduction. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'était un exemple du SCOT du pays horloger qui vient introduire trois notions étroitement liées avec des préoccupations paysagères, mais qui viennent cadrer le développement futur des communes. On a donc la première qui sont les coupures d'urbanisation. C'est ce qu'on voit figurer sur le schéma à côté. C'est donc des éléments ils sont issus de la charte du PNR, du parc naturel régional du Doubs horloger que le SCOT a réintégré et qui viennent vraiment identifier des endroits où les communes ne pourront pas s'étendre. Et ça permet de s'assurer à ce que deux communes ne se rejoignent pas ou que deux espaces urbanisés d'une commune ne se rejoignent pas non plus et qu'on préserve ces coupures, ces espaces de respiration non artificialisés, agricoles, donc qui sont naturels, agricoles ou forestiers, et de les maintenir en l'état. On a également un autre levier qui sont les limites à l'urbanisation. Donc là, c'est le SCOT qui vient demander aux documents locaux, au PLU, PLUI, de venir identifier des surfaces où il n'ira pas. On identifie les zones à urbaniser, mais on peut aussi identifier des espaces parce qu'ils ont une très bonne valeur agricole, parce qu'ils sont soumis à une continuité écologique, parce qu'on y voit un élément fixe du paysage. Donc ce sont par exemple les mares, les murets, les affleurements rocheux, muret de pierre sèche, voilà, des éléments très importants pour la continuité écologique ou le paysage qu'on va identifier et sur lesquels on va se dire l'urbanisation ne peut pas aller dans cette direction. Enfin, on a aussi un troisième levier, il y en a bien d'autres, mais j'ai concentré ma présentation sur celle-là. L'urbanisation sur les coteaux, c'est important également de préserver les vues offertes sur le paysage et l'écovisibilité entre deux bâtiments ou entre deux communes. Donc, on va pouvoir venir identifier les cônes de vue qu'on souhaite préserver, les endroits où on ne veut pas urbaniser pour préserver ces cônes de vue. Et notamment, c'est notamment très important quand on se situe sur des territoires avec une forte pente, avec des paysages assez ouverts où on voit assez loin sur les espaces urbanisés et naturels autour. Et ça relève une grande importance dans ces cas-là.
Le troisième exemple, il est issu du SCOT du Haut-Doubs, qui vient finement identifier différentes typologies de communes. Donc, le SCOT est venu se questionner sur si on se situe sur un, des villages en plateau, en fond de vallée, en clairière, en pente, en sommet ou en crête. C'est un travail qui a été élaboré en collaboration avec le CAUE, je tiens à le préciser. Et finalement, cette localisation nous permet de savoir si la commune est soumise à un niveau d'enjeux paysagers plus ou moins important. Et en fonction de cette situation, de cette typologie, on va venir inscrire dans le document d'orientation et d'objectifs des prescriptions plus ou moins précises et vraiment spécifiques à chacune de ces typologies. Donc, je vous donne ici, par exemple, l'exemple des villages en pente, où le SCOT demande aux documents locaux de venir prioriser le développement en densification dans les espaces urbanisés, avec un exemple à l'appui, mais qui n'est pas opposable. Hein. La commune de Saint-Point-Lac n'aura pas nécessairement obligation de respecter ce schéma, c'est un schéma d'intention de principe, mais qui permet d'illustrer ce propos. Le SCOT demande également d'identifier des cônes de vue, de maîtriser et de renforcer l'intégration paysagère, de privilégier des implantations en épaisseur et non en linéaire des réseaux et des routes existantes, et de venir vraiment essayer de se construire de façon concentrique entre les branches des aires urbanisées pour faire une commune un peu plus recentrée sur elle-même et qui ne s'étale pas trop sur les axes routiers. Enfin, un dernier exemple qui est issu d'un PLU que le PNR du Douar-Logé accompagne, qui est celui des Plains et Grands Essarts, et pour lequel l'agence a contribué à élaborer une OAP, donc une orientation d'aménagement et de programmation, qui sont des éléments très importants à faire figurer dans les PLU, PLUI, qui permettent vraiment d'acter des principes d'aménagement forts sur un secteur, dans les orientations sectorielles comme celles qu'on voit à l'écran, ou par thématique. C'est possible également, une thématique paysagère, une thématique densification, une thématique économique. Voilà, on peut venir vraiment donner des orientations très précises via ces OAP. Dans cet exemple, l'idée, c'est un village très rural et très agricole. Le cœur du village est agricole, et l'idée, c'était de pouvoir offrir une possibilité de construction de logements en extension, mais tout en respectant des principes paysagers, un territoire en pente, et également des contraintes liées à son positionnement qui venait de se raccrocher à un autre lotissement existant, avec un objectif de densification. On est dans un territoire très rural, avec là quand même une densité de 20 logements à l'hectare qui n'est pas négligeable. Donc voilà, on a tout un ensemble de prescriptions qui viennent s'adosser à cette OAP, qui viennent nous donner des objectifs en termes d'orientation du bâti, en termes d'intégration dans la pente, d'imperméabilisation des sols. Selon la parcelle, la taille de la parcelle, on aura des zones plus ou moins perméables, des obligations en termes de stationnement, en termes d'évacuation des eaux pluviales. Voilà, on peut aller assez loin sur ce qui est demandé à l'aménagement concerné par ces OAP. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter non plus à faire des OAP, même si on est sur des dents creuses, même si on est en densification. C'est pas parce qu'on n'est pas en extension qu'on ne peut pas donner un principe d'aménagement fort à un secteur d'aménagement. Rapidement, pour conclure, on a donc aussi des outils de sensibilisation qui peuvent être intéressants. Ici, il s'agissait d'un travail de sensibilisation mené parce que le projet avait déjà été réalisé, mais on trouvait ça intéressant de pouvoir venir présenter aussi aux élus une idée de ce qui aurait pu être le développement d'un territoire. Donc là, c'est en l'occurrence un quartier de Mèche qui est assez récent, qui a une dizaine d'années, qui a été urbanisé de manière assez en lotissement et en tout cas en résidence individuelle et en lot, qui est assez peu végétalisé. Donc c'est vrai qu'il y a un travail de l'agence qui a été fait pour montrer qu'est-ce qui aurait pu être fait, quelle part du végétal aurait pu être insérée dans ce projet, de manière à apporter une qualité de vie un peu plus agréable peut-être aux riverains, et en proposant des formes un peu plus denses, un peu plus des formes intermédiaires, du petit collectif, tout en gardant quand même du résidentiel, des résidences individuelles sur ce secteur,
Et on a avec un travail fin aussi sur le stationnement, sur la place des espaces publics et privés. Euh, donc voilà, purement informatif et sensibilisation, peut-être pour utiliser comme principe pour un prochain projet par la commune. On a fait très récemment aussi un travail de modélisation de formes urbaines de demain, en prenant un exemple à Marnay, où l'idée, en fait, c'était ben, voilà, de venir se situer sur ce quartier ici, là, en extension, et de venir voir ben, qu'est-ce que. Pardon, je suis pas dans mon sens. Voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour proposer 72 logements sur cette parcelle, et démontrer que finalement, un projet de 72 logements, qui paraissait important sur cette parcelle, parce qu'on est quand même sur des densités assez élevées, on est sur voilà, 31 logements à l'hectare en densité brute et 38 logements à l'hectare en densité nette, nécessite pas forcément des constructions de logements importants, de logements collectifs importantes. Voilà, on est sur des R+1, R+2 maximum, sur des lots de logements de taille voilà, assez intermédiaire, avec des espaces privés, des espaces public, qui permet de garder aussi une part de végétalisation très intéressante sur ces parcelles. Et enfin, le dernier outil qu'on a à notre disposition, un grand nombre d'entre vous, je pense, le connaissent déjà, mais on ne se lasse pas de le présenter, c'est l'outil modèle Notre Territoire, donc souvent présenté comme un jeu autour de la sobriété foncière. Euh, L'idée, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser en outil de médiation pour faire se parler différents acteurs du territoire, des élus, des techniciens, mais également des citoyens, des acteurs économiques. On peut vraiment l'utiliser avec tout type d'acteurs sur le territoire. Et l'idée, c'est vraiment de se projeter. Qu'est-ce qu'on fait de notre territoire demain et comment on donne vraiment à tout le monde, tout le monde, non, vraiment que ce soit des novices de la sobriété foncière ou des acteurs chevronnés, quelles sont les clés de cette artificialisation des sols, quels sont les mécanismes à l'œuvre, comment les projections que je fais de mon urbanisation de demain impactent mon territoire, impactent la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, et comment je peux, voilà, par la compensation, agir par ailleurs pour limiter cette consommation d'espace. Donc c'est un outil donc qu'on a désormais, certains d'entre vous l'avaient testé en version un peu plus expérimentale. Maintenant, c'est un vrai outil, c'est un vrai, il est dans une vraie boîte de jeu, il est très beau et on l'anime volontiers sur les territoires, soit qu'ils l'ont déjà vu, soit qu'ils ne l'ont pas encore vu. Et voilà, on peut, comme sur les photos, vous le voyez, faire plusieurs tables, comparer les projets élaborés par chaque territoire. Il n'y a pas de bons et de mauvais projets. L'idée, c'est vraiment d'entendre les justifications et le discours construit par chacun pour aller vers une plus grande sobriété foncière. Merci de votre attention. Maintenant, je vous laisse la parole. L'idée, c'est de pouvoir échanger sur ce que vous avez pensé de ces éléments que je viens de vous présenter, et vous demander aussi si vous envoyez d'autres des leviers à notre disposition pour aller vers plus de sobriété. Et si, bien sûr, vous avez des questions de manière plus large sur cette question. C'est toujours dur, hein, la première prise de parole ou la première question est toujours compliquée. Il faut Merci. essayer de se lancer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si besoin. C'est vrai que je crois qu'en tout cas, on est tous convaincus que quoi qu'il arrive dans les décrets d'application, etc., c'est vrai que vous l'avez rappelé, Ophélie, on attend avec impatience quand même une définition claire dans chaque territoire et si possible quand même harmonisée, parce que c'est un peu étonnant qu'on ait des doctrines locales comme ça sur qu'est-ce qu'un fond de jardin et qu'est-ce qu'une dent creuse, etc., qu'on sache vraiment surtout cette définition de la dent creuse qui va forcément évoluer par rapport peut-être enfin forcément, non, je ne sais pas, qui va évoluer visiblement par rapport au SCOT précédent, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la tendance, ça va être avec, de toute façon, porter davantage de densification. Et dans ce cas-là, on voit que les choix qu'on peut opérer, vous l'avez montré avec les différentes opérations, ils sont cruciaux. Et il
qu'on puisse, en tant qu'élu, prendre un peu la main sur les éléments et se faire accompagner justement par de la compétence pour que les permis d'aménager qu'on va délivrer avec nos documents d'urbanisme actuels ou ceux qui intégreront des règles plus exigeantes vis-à-vis d'une insertion paysagère, environnementale meilleure, etc. Pour que tout ça, on ait des vrais conseils et qu'on évite de retomber dans les pièges du passé. Et en même temps, quand on porte de la densification, on sait que malheureusement, il y a eu quelques opérations qui n'apportent pas satisfaction. On a des maires qui des fois témoignent hein, sur voilà, une densité qui a été faite et l'opération n'a pas travaillé assez bien, par exemple, la thématique des vis-à-vis. C'est des choses qu'on aurait pu éviter. J'ai en mémoire une présentation qui avait été faite dans les ateliers PLUI par le CAUE aussi sur des opérations où des conseils ont été donnés et pas suivis. Et c'est quand même très dommage parce qu'on aurait pu faire mieux. Et quand on dit faire mieux, c'est pas juste se faire plaisir pour les élus, mais pour vraiment apporter de la qualité de vie aux habitants aussi, tout en respectant toutes nos contraintes. Donc c'est vrai que ça nécessite qu'on soit aussi très, très impliqué pour ça, mais aussi accompagné parce que il faut le petit croquis va nous permettre de pouvoir faire la différence quand on prend une parcelle entière, le fait de se dire bon, on va faire moins de voiries, on va peut-être finalement mettre les maisons en proximité des voiries, ce qu'on ne faisait plus pendant un moment pour laisser des fonds de jardin agréables. Enfin, il y a des possibilités comme ça qui sont intéressantes. Et s'agissant, je crois qu'on a pas mal d'élus là qui sont de Grand Besançon en ligne, du PLUI, on voit bien, là, ça nous interroge sur les règles qu'on va devoir mettre en œuvre, qui seront forcément avec un petit peu d'évolution par rapport à nos documents d'urbanisme actuels, mais qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif, mais sans renoncer au cadre de vie, à la qualité de vie des habitants à laquelle on est tous très attachés quand on est élu. Alors, des autres enjeux, et puis n'hésitez pas à préparer vos questions hein, pendant ce temps-là, c'est comment on implique nos habitants aussi dans tout ça. On a là, par exemple, sur notre territoire grand-byzantin, des réunions publiques PLUI qui vont avoir lieu. Donc, on a hâte de voir comment on aura réussi à mobiliser les gens, parce que c'est vrai que c'est là aussi la difficulté, c'est d'amener toute la population à cette acculturation que bien entendu, les différents services qui sont aujourd'hui avec nous et d'autres ont, mais et puis les élus commencent à être bien aguerris parce qu'ils sont impliqués dans les documents de planification. Mais par contre, comment on amène les habitants à comprendre que ces choix d'élus sont raisonnés, même si, je l'ai dit tout à l'heure, une bonne partie de cette demande vient quand même d'une convention citoyenne, mais on a un petit peu oublié et on ne voit que le côté quantitatif en ce moment. On travaille beaucoup sur le nombre d'hectares, sur tout ça. Et c'est, je pense, une des difficultés que vous rencontrez, vous, je m'adresse là à Ophélie, hein, je vois qu'elle opine du chef, mais je pense que quand vous êtes sur le terrain, c'est une des difficultés aussi en ce moment des discussions avec les élus, où on est tous, et c'est bien normal, hein, arc-boutés sur nos nombres d'hectares, sur comment on va calculer, etc. Mais faut qu'on se dise quand même que ce qui est important, c'est la qualité des opérations qu'on va mettre en œuvre. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter justement d'accompagnement pour ça, très en amont pour pouvoir parfaire justement les discussions, être accompagné après au moment où on sera dans le côté plus opérationnel. Et puis pour revenir sur les friches aussi, c'est vrai que vous l'avez dit, et c'est vrai, hein, on a une vraie crainte sur le côté financier aussi, comment on peut le faire. Une commune seule qui va se retrouver, c'est vrai que des fois on peut avoir une petite commune qui va se retrouver avec une très grande friche. Évidemment, on peut penser au cas très particulier d'Anne-Marie sur notre secteur. Et on voit qu'on y a réussi parce que justement, là encore, c'est ce qu'on a plaidé dans nos assises communautaires de Grand Besançon samedi dernier, c'est la force du partenariat qui a permis de trouver des solutions avec l'agence d'urbanisme qui prépare un projet qui va aider à faire évoluer les choses, qui anime sur la partie participation citoyenne, avec l'EPF qui a très fortement aidé la commune aussi, qui fait le portage.
mais qui s'inscrit aussi dans ce que vous avez évoqué, comment on dépollue, comment on fait du réemploi. Et tout ça aussi, c'est un maire tout seul, il peut pas faire face à tout ça sans accompagnement. Donc il faut qu'on soit en tant que maire humble et qu'on appelle tous ces services autour de nous pour pouvoir porter ces opérations-là aussi et utiliser ces friches. Alors, on a la sensation que dans notre territoire, c'est très inégal la quantité de friches à mobiliser, on le voit avec nos... Mais malgré tout, il y en a forcément et il faut qu'on puisse aussi là faire des belles opérations. Puis on peut aussi décider de renaturer. Ça a été moins évoqué maintenant sur notre territoire, mais ce sera important aussi au moment où justement on parle d'éviter, compenser. Ça pourrait être aussi une façon hein, de rendre à la nature un foncier qui n'est peut-être plus opportun, mais pour pouvoir faire une opération plus en cohérence au sein d'un tissu urbanisé, par exemple. Donc là, on a plein d'enjeux importants et sur lesquels, il me semble, l'agence est bien placée pour accompagner. Voilà, je ne veux pas monopoliser et laisser la place aux interventions. Ce n'est pas forcément des questions, hein, ça peut être aussi des observations, hein, n'hésitez pas. Des Hein. retours d'expérience, tout à Voilà, fait. exactement. Merci. En tout cas, merci Ophélie, parce que du coup, vous avez fait l'exercice toute seule. On avait, j'imagine que vous aviez bien prévu de partager avec Justine. D'ailleurs, on lui souhaite le meilleur et qu'on la retrouve Oui, bientôt. c'est Mais surtout plus lassant pour vous. Vous avez entendu qu'une seule personne parler. non, non, Ça aurait été c'était plus chouette, dynamique c'était chouette. autrement, mais oui. J'espère qu'elle se remettra bien. Ouais, 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 mais il n'y a pas de souci, c'était parfait. Alors, il n'y a pas de Aussi, demande de Stéphane parole. Porchereil qui souhaite prendre la Ah, parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, très bonjour bien. Oui. Stéphane. Oui, bonjour. Juste une petite réaction complément. Enfin, en fait, dans les outils qui ont été présentés, pour moi, il y a un peu deux pistes. Il y a l'aspect réglementaire, effectivement, avec le PLU, le SCOT, le règlement, etc. Mais donc, du coup, l'application de la loi. Et puis, l'autre versant, qui se fait en parallèle, c'est la sensibilisation, quoi. Donc, au travers des jeux, au travers Oui. euh, des modélisations que vous avez montrées aussi, etc. L'idée, c'est sensibiliser et tout se fait en même temps. Mm, C'est-à-dire que là, commence à écrire des règles. Enfin, je pense au PLU de Grand Besançon, mais c'est vrai dans tous les territoires, en fait. On écrit des règles parce que la loi impose d'aller vite, et en même temps, on a du mal à... Enfin, on n'a pas sensibilisé assez en amont, et donc du coup, on se retrouve à faire passer. Et moi, je trouve qu'il y a un outil qui est vraiment intéressant, qui se trouve un peu à la charnière, c'est l'OAP, mais l'OAP pas sectoriel, l'OAP thématique. mm, Euh, alors, dans le territoire, il n'y en a pas tant que ça, mais je sais qu'il y en a une qui est intéressante, qui a été faite dans la Comcom des Portes du Haut-Doubs. tout à fait. Et enfin, voilà, je pense que l'outil OAP, mais l'OAP thématique, donc sur le thème, par exemple, de la, de la densification, de l'entrée de ville, enfin, il y a plein de thématiques possibles autour de comment on remodèle les villes, donc comment on renouvelle la ville sur la ville, comment on traite les nouvelles extensions, etc. Ça, dans ce PLUI-là, je trouve que ça a été bien fait. Et je trouve que c'est à la charnière parce que c'est à la fois des outils qui permettent de donner un cadre au permis. Un permis qui est déposé, il doit être malgré tout compatible avec l'OAP. Donc on a une certaine souplesse, mais en même temps, on a quand même un cadre. Et puis, c'est un outil qui, par le biais du dessin, et ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi, quoi, le fait d'avoir du dessin, et on le voit bien là, avec l'exemple de Mèche, entre la photo qui est vraiment très aride et le dessin où on voit du végétal, etc. Le dessin donne envie, en fait, de se projeter. Donc, et voilà, donc des OAP avec pas mal de dessins qui illustrent des principes. Je trouve que c'est vraiment un outil qui serait intéressant de développer dans les PLU et PLUI. Et par contre, ça suppose aussi quelque chose derrière, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit toutes ces règles et toutes ces orientations, c'est qui on met derrière pour suivre et faire appliquer quelque part, ou en tout cas accompagner, parce que c'est aussi ça, hein, accompagner les communes ou accompagner les porteurs de projets. Mm, Il ne suffit pas d'écrire la règle, il va falloir. Et puis aujourd'hui, on a des services qui instruisent des dossiers, donc ils vont regarder, ça rentre dans la case ou ça rentre pas dans la case, mais le dialogue, il est compliqué parce que les services sont aussi un peu. Enfin, les ressources humaines sont limitées, quoi. Donc, c'est pas forcément facile d'accompagner les projets. Et peut-être qu'il y a
voilà, quelque chose à faire aussi de ce côté-là. Oui, je partage. Je pense que c'est un risque à prendre aussi actuellement où on doit aller vite avec ces objectifs réglementaires et est-ce qu'on ne va pas trop vite dans la définition de prescription, dans voilà, le niveau d'exigence qu'on met sur les documents d'urbanisme? Est-ce que tout sera réellement applicable et de quelle manière et comment, voilà, comment les services instructeurs, les élus et les techniciens sur les territoires vont réussir à se saisir de toutes ces règles inscrites dans les SCOT, dans les PLU, PLUI et les mener au mieux? Est-ce qu'on va pas arriver à comment dire, des oppositions, des contradictions sous couvert de vouloir faire bien pour aller vers la sobriété foncière et respecter l'objectif ZAN. Ouais. Quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? Si vous avez envie de parler des objectifs fonciers, on peut le faire. J'avais choisi de ne pas en parler, de ne pas parler de chiffres et d'objectifs réglementaires, mais on peut également échanger sur ce sujet-là. Oui, Monsieur Dulibine. Ah, alors, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre la Oui, parole, vous peut-être? avez levé la main, mais Voilà, je crois que c'est bon. oui, c'est bon, on vous Voilà, entend. excusez-moi. Hein. Donc, je suis là au titre du CDP, du Conseil Oui, de développement participatif, et je voulais parler un petit peu du côté citoyen, mais je ne sais pas si c'est pertinent aujourd'hui. Je si, voulais si, allez-y, témoigner que, allez-y. ouais, je voulais témoigner que, en gros, l'objectif de la loi ne va pas être très puissant pour influencer les citoyens. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une loi qui dit qu'on doit réduire à temps 2030, etc., que les gens vont modifier leur représentation sur qu'est-ce que c'est construire une maison, bien vivre, qu'est-ce qui est la norme, et que je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'un discours plus écologique et moins réglementaire. Et, parce que sinon, ça n'aura pas de puissance pour convaincre. À la limite, il m'arrive de penser que si on proclamait une sorte de zéro artificialisation brute dès maintenant, ça serait beaucoup plus inacceptable, mais ça serait beaucoup plus compréhensible. Alors, je ne sais pas si les maires, si les acteurs rencontrent ça chez les citoyens, mais moi, c'est ce que je constate autour de moi. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, moi, je peux témoigner enfin, d'essayer. Moi, j'essaie d'éviter les termes techniques quand on parle avec les citoyens, plutôt parler de sobriété foncière que de ZAN, que tout ça. D'éviter de rentrer dans trop les données chiffrées, mais la trajectoire, ou alors quand on donne des chiffres, plutôt de donner ce qu'on donnait il y a quelque temps, le département tous les 25 ans, voilà, et l'absolue nécessité surtout de protéger les zones humides, les zones agricoles, notre forêt et tout ça. Et je trouve que quand on parle de la protection des espaces naturels d'une manière générale, euh, c'est beaucoup plus facile après d'aborder, ben, en conséquence, il faut qu'on fasse des efforts, ça veut dire de la sobriété sur la façon de construire. Et c'est plus comme ça, je trouve, qu'on arrive à expliquer ce qu'on doit faire. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, si on commence à utiliser, moi je vois quand en rendez-vous, je commence à expliquer quand même l'enchaînement, hein, le SCOT, etc. Alors, SRADET, SCOT, tout ça. Ben quand même, on perd, même si on a la chance d'être trois autour de la table et voilà, d'essayer d'aller à l'essentiel et puis de parler de schéma de cohérence et pas de SCOT, enfin bon, de donner des noms plus faciles. Effectivement, pour quelqu'un qui est très, très éloigné de toutes ces préoccupations-là, c'est quand même complexe. Alors, la seule chose, c'est qu'au moins, ils se disent, bon, bah, a priori, c'est ce qu'on m'a déjà répondu, hein. On est content de voir que vous êtes impliqués, que vous comprenez tout ça et que ça vous parle, parce que nous, ça ne nous évoque pas grand-chose. Ça les rassure dans un sens de voir que, bon, nous, élus, au moins, on est dans ce dispositif, on comprend la règle, on comprend la loi et qu'on est là pour ça. Après, comment réussir à bien l'aborder avec les habitants, c'est vrai que c'est pas simple, quoi. Et ça se fait.
au travers justement de... Alors par exemple, il y a eu le défi jeune là, qui a été lancé pour parler avec les jeunes, leur dire c'est quoi l'avenir pour vous dans votre territoire. Ils nous ont fait des maquettes, ils ont... Voilà. Et donc du coup, on touche les parents aussi, on essaie de réinterroger. Mais je partage qu'avec vous, on est quand même loin du compte dans la mesure où on a eu une réunion avec Keolis là, qui a fait qui a fait une enquête sur tous les personnes une enquête un peu comme une enquête ménage, hein, et en ciblant donc les 18-30 ans en leur demandant leur mode d'habiter plus tard, ils ont été 70% à répondre une maison individuelle, quoi, hein. Donc, entre effectivement ce que nous, on est censé prôner, mettre en avant, et le rêve de tout un chacun, y compris la jeunesse, il y en a encore une très grande partie qui se projette bien sur l'idée de l'acquisition avec le petit jardin, etc. Donc, à nous, effectivement, de montrer des formes urbaines, de montrer un mode d'habiter autrement qui sera agréable pour autant. Et de montrer aussi bah, la difficulté de faire muter ces grandes maisons, le nombre d'années où parfois on y contribue tous, hein, parce que moi je vous dis ça, je fais partie du lot, j'ai une grande maison. Et voilà, de trois enfants, je sais très bien qu'il y a un moment où on va être plus que deux et que très probablement j'aurai du mal à m'en séparer. Donc, je participerai probablement, mais comment on peut faire évoluer ça? Imaginer des opérations plus flexibles pour pouvoir accueillir, ben, je ne sais pas, justement ce qu'on disait dans ces cas-là, un appartement, etc. Parce qu'on voit que de l'autre côté, on va augmenter cette tension à la fois sur le foncier, mais qu'on observe déjà aussi sur le locatif actuellement, hein. Je pense que vous avez vu dans la presse le, actuellement, là, entre les permis de louer, etc., les obligations pour les propriétaires de faire des travaux dans le locatif, et où c'est pas toujours possible, donc moins de locatifs sur le marché, une difficulté d'accéder à la propriété là, avec la hausse des taux, tout ça. Et on voit quand même qu'on a rapidement une tension. Donc, à nous aussi de montrer que des opérations intermédiaires, on a des nouveaux outils pour essayer de faire mieux, comme par exemple aussi l'Office foncier solidaire avec les BRS, etc. Enfin, voilà, qu'on a d'autres modèles. Mais il faut savoir en parler sans ce langage technique. Je suis d'accord avec vous. On a une question Voilà, on était les dans le deux. chat. Besoin peut-être d'un équivalent foncier du bilan carbone que les citoyens puissent savoir quel impact d'artificialiser déjà fait à leur façon d'habiter. Ah oui, quel est l'impact de chaque citoyen sur l'artificialisation des sols à son échelle, en fait, finalement. Oui, c'est ça, Mm. ouais. Effectivement, ça pourrait être aussi un, un outil, un levier à mettre en place. C'est vrai que cet enjeu de la sobriété foncière, elle ne doit pas être appréhendée que d'un point de vue de la planification et de l'urbanisme. On peut l'aborder également sous le côté bilan carbone, plan climat. Voilà, il y a d'autres portes d'entrée pour apporter enfin, d'un point de vue de la collectivité, en tout cas, d'aborder ce sujet-là avec les citoyens. Et puis pour le citoyen, oui, il y a peut-être des outils à développer pour que chacun puisse se saisir de cette question, l'appréhender mieux, C'est vrai que mieux comprendre. vous avez raison, pour donner du sens et de la perspective, c'est pourquoi on le fait, la Mm. protection, etc. Pourquoi aussi certaines opérations, on voit quand même, on parle de pouvoir d'achat, on parle de difficultés, parce que ces grandes maisons, etc., tout ça ont un coût et mettent parfois les gens en difficulté. On voit bien aussi, nous, quand on suit dans les CCS les personnes, de l'entretien, hein, de tous ces éventuelles maisons qui ont été construites sur des grandes parcelles avec la maison au milieu. C'est difficile de refaire des divisions foncières, des choses comme ça. Et il y a quand même un moment où tout ça, c'est juste des frais et les gens en profitent beaucoup moins parce qu'ils sont très âgés et voilà, le terrain est plus difficile. C'est énormément aussi voilà, d'y réfléchir en amont, de se dire comment on pourra transformer cette maison un jour, comment bah, le jour où on a besoin de moins, on peut éventuellement faire cette division foncière ou accueillir un nouveau logement, mettre une tiny house par exemple, je ne sais pas. Mais voilà, faire mieux qu'on fait actuellement, mais faut montrer que le sens qui peut être donné sur le partage d'espaces communs de qualité aussi, c'est ce qu'on disait, on ne peut pas imaginer une densification sans des espaces de vie communs agréables à vivre en proximité.
Et finalement, quand c'est le cas, ça se passe plutôt bien aussi. Voilà ce qu'on parlait de la co-visibilité quand on parle de balcon. Si on a un petit balcon d'1 mètre qui permet de pas faire grand-chose, ou qu'on a un grand balcon mais qui donne sur un boulevard, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, le petit balcon bien orienté qui permet cet espace de respiration, faire son petit tai-chi dessus et puis son déjeuner, ça change complètement la donne, quoi. Le local à vélo qui va être facile, en pied d'immeuble, sécurisé. Enfin, il y a plein de choses aussi où on voit qu'il faut qu'on aille plus loin, Mm. même que l'implantation de la maison, mais de travailler aussi sur les usages pour montrer à quel point c'est pratique, quoi. Finalement, alors c'est sûr qu'il y a dans ce que je viens de dire, des choses qui correspondent plus à des zones très denses que d'autres, mais malgré tout, on peut tous aussi faciliter les usages qui correspondent aussi à des évolutions de nos vies, comme le petit bureau pour le télétravail qui commence à être intégré aussi dans beaucoup de logements, le petit espace facile à transformer aussi, qui est nécessaire et qui a manqué à un moment. C'est sûr. Ce que vous dites, là, vous avez parlé de tiny house, ça me fait penser à quelque chose aussi, c'est que finalement, ça reste des initiatives individuelles, mais il faut aussi que la planification les encourage et leur donne la possibilité d'eux, parce qu'on voit bien avec ces nouveaux modes d'habiter, où il y a des initiatives des innovations d'habitation et d'habitat qui voient le jour, où aujourd'hui, les documents d'urbanisme, certains, en tout cas, de la manière dont ils sont rédigés, les bloquent, les freinent, ne les autorisent pas, ou en tout cas les contraignent fortement. Donc, c'est aussi à nous élus, enfin à vous élus et nous qui vous accompagnons, de donner les conditions favorables à ce que finalement toutes ces nouvelles formes d'habiter puissent voir le jour, bien sûr en cohérence avec tous les autres contraintes et objectifs qu'on se fixe par ailleurs. Préservation de la nature, de la biodiversité, respect des contraintes et des risques, voilà, ça reste essentiel, mais il faut aussi ouvrir la porte à ces nouvelles formes d'habiter qui, qui voient le jour, ou en tout cas qui se démocratisent de plus en plus. Très bien, mais je crois qu'on a fait le tour des... Je crois pas qu'il y a S'il n'y a d'autres... pas d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole, il est midi, donc on peut vous libérer. Merci beaucoup, merci à nouveau, merci à vous tous pour la participation et puis merci beaucoup Ophélie pour la présentation et la mise en perspective et n'hésitez pas à contacter l'agence en tant que de besoin voilà, par la suite. Tout à fait. En tout cas, si jamais un des sujets qu'on a abordés vous intéresse particulièrement, on pourra aussi envisager un nouveau temps d'échange en se concentrant vraiment sur ce sujet-là. Parce que là, on a essayé de tabler un petit peu large pour vous donner un champ assez détaillé de tout, enfin, pas détaillé justement, mais un éventail varié de tout ce qu'on peut vous proposer. Mais on peut aussi venir spécifiquement parler d'un de ces sujets qu'on a abordés aujourd'hui plus en profondeur. Merci à tous, merci pour votre participation et puis bonne journée. À Merci à vous. bientôt, merci à vous tous. Merci, Au à revoir. bientôt. Merci.